Le dessous des cartes va consacrer 2 numéros aux négociations sur le climat. Aujourd'hui, je vais vous parler du protocole de Kyoto et de ce qui a déjà pu être fait depuis. Et dans un prochain numéro, je vais me pencher sur la suite, c'est-à-dire la nouvelle conférence sur le climat qui se tient à Copenhague en décembre 2009. Ce sont des dossiers très importants, autant environnementaux qu'économiques, qui s'inscrivent dans la longue durée et qui sont très complexes. Alors, accrochez-vous. Voici notre Terre. Elle est entourée par une enveloppe gazeuse qu'on appelle l'atmosphère. Éclairée et chauffée par le Soleil, la Terre envoie une partie de cette énergie vers l'espace. L'autre se retrouve piégée par certains gaz présents dans l'atmosphère. La fameuse serre en question, elle est donc logée là, entre la couche terrestre et la limite supérieure de l'atmosphère. Et c'est bien cette rétention de chaleur qui permet la vie sur la Terre. S'il n'y avait pas cet effet de serre, la température à la surface du globe serait autour de moins 15 degrés Celsius. La vie, donc, n'y serait pas concevable. Ce sont ces gaz qui capturent la chaleur du Soleil. C'est pour cela qu'on les nomme gaz à effet de serre. Et 2 d'entre eux, le dioxyde de carbone et le méthane, sont en forte augmentation. Pourquoi ? Parce que depuis le début de la révolution industrielle, il y a environ 150 ans, l'homme a utilisé du charbon puis du pétrole comme source d'énergie. Or, la combustion de ces fossiles rejette du dioxyde de carbone qui contribue à l'augmentation de la chaleur. On voit sur ce schéma la corrélation dans le temps entre l'augmentation de la concentration de CO2 et la montée des températures à la surface de la Terre entre 1850 et 2000. Quant au méthane, autre gaz à effet de serre important, il est issu des zones humides ou de l'estomac des ruminants. Or, la superficie des rizières a beaucoup augmenté avec la pression démographique, ou bien encore, entre 1970 et 2010, la taille des troupeaux à travers le monde s'est accrue de 44%. Donc ce réchauffement est appelé à s'accentuer au XXIe siècle. Au minimum 1 degré Celsius, au maximum 6 degrés, 4 d'ici 2100 si rien n'est fait, avec toutes les conséquences que cela va avoir, dont d'ailleurs je vous ai parlé plusieurs fois. Mais il y a évidemment de multiples questions. Combien de degrés en plus exactement? Quelle est la part imputable à l'homme? Que peut-on faire? Comment unifier les mesures? Depuis 1988, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, a réuni à la demande de l'ONU des données de plusieurs disciplines. Il a fait la synthèse, des modélisations et les a mis à la portée des décideurs politiques qui ne s'y connaissaient pas plus que vous ou moi. La première convention des Nations Unies sur le changement climatique a été signée au sommet de Rio en 1992. Il fallait trouver une réponse et elle s'est appuyée sur 3 axes principaux. Le principe de précaution, le principe de responsabilité, tout le monde est concerné par le changement climatique, mais tout le monde n'est pas responsable de la même manière des émissions de gaz à effet de serre, et le principe du droit au développement. Les pays pauvres doivent pouvoir accéder aux ressources nécessaires à leur développement. Alors avec l'acceptation de ces principes, la Convention débouche sur une division du monde en 2 grandes zones. Les pays développés et les pays en transition, d'une part, les pays en développement, y compris les moins avancés, d'autre part. Les premiers ont l'obligation de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Les seconds n'ont pas d'obligation de réduction pour ne pas entraver leur processus de développement. Chaque État signataire doit rassembler les informations sur les gaz à effet de serre qu'il émet et on imagine la difficulté à harmoniser les unités de mesure, à déboucher sur une comptabilité fiable et globale. Voilà donc, très résumé, les grands principes adoptés lors des négociations, la situation mondiale étant suivie lors de conférences annuelles, dont la plus connue est celle de Kyoto. Alors pourquoi? Parce que le protocole qui en a résulté a fait accepter pour la première fois des objectifs quantifiés de réduction de gaz à effet de serre pour les pays riches et en transition, et des contraintes pour tous ceux qui signent le protocole. Tellement quantifié et tellement contraignant que le protocole n'est entré en vigueur qu'en 2005, c'est-à-dire lorsqu'il a été ratifié par 55 pays, totalisant un peu plus que la moitié des émissions de gaz à effet de serre, sinon
cela n'aurait pas eu grande signification, et lorsque la Russie, quatrième pollueur au monde, a ratifié le protocole. L'objectif global de réduction des gaz à effet de serre fixé par Kyoto est de 5,2 entre 2008 et 2012, et ce par rapport aux émissions de 1990. Ce chiffre de 5,2% ne repose pas sur une base scientifique, c'est un simple résultat de négociations. Or, ce pourcentage, en fait, est très insuffisant, car en 1990, nos émissions totales de CO2 étaient d'à peu près 27 milliards de tonnes. Or, l'objectif réel serait de parvenir à des émissions de CO2 d'un total annuel de moitié. Pourquoi de moitié? Parce que 13 milliards de tonnes, c'est la quantité de dioxyde de carbone que peut apurer seule la Terre. Dit autrement, l'absorption par les forêts ou les océans permet de capter 13 milliards de tonnes de CO2 par an. L'autre idée de la conférence de Kyoto était de mettre un terme à la gratuité du carbone. Non pas en créant une nouvelle taxe, mais en utilisant le marché pour tarifer le coût du carbone. C'est la rareté qui confère une valeur économique à ce qui était auparavant gratuit. Le principe du marché carbone repose sur la fixation pour chaque pays concerné d'un plafond d'émissions à ne pas dépasser. Les pays vertueux peuvent ainsi vendre leurs émissions non utilisées aux pays qui, eux, polluent plus, et on baisse ensuite régulièrement les plafonds pour que chacun réduise ses émissions. Alors c'est un peu compliqué, ce mécanisme du plafonnement et de l'échange. Le marché carbone mondial ne fait que débuter, mais il existe déjà des tentatives régionales. Prenons deux exemples concrets. Depuis 2005, l'Union européenne a mis en place le système communautaire d'échange de quotas. Il permet à des entreprises de l'énergie, de l'industrie minière, du secteur du carton et du papier, de la sidérurgie, d'échanger des quotas d'émissions entre elles. Ce marché s'applique à 10 500 sites européens responsables de 40% des émissions de l'Union européenne. La première période 2005-2007 a montré qu'il était économiquement plus intéressant pour les entreprises d'acheter des quotas supplémentaires que de réduire leurs émissions. Donc le prix de la tonne a été relevé sur le marché, passant de 40 à 100 euros en 2008, rendant ainsi la pénalité beaucoup plus chère. La deuxième période, 2008-2012, est en cours et les résultats, évidemment, ne sont pas encore accessibles. Prenons maintenant le cas des États-Unis. Ce pays est le deuxième émetteur de gaz à effet de serre, désormais derrière la Chine, avec 18% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Les États-Unis ont signé le protocole de Kyoto, mais le Congrès américain ne l'a jamais ratifié. Alors cette décision fédérale a été très gênante pour les négociations internationales, mais en fait elle était largement contournée par un bon nombre d'entreprises, de villes et même d'États fédérés américains. Deux exemples. Une première initiative regroupe des États américains et des provinces canadiennes. Ce marché concerne les entreprises de production électrique qui doivent d'ici 2020 parvenir à une réduction de 15% de leurs émissions par rapport à leur niveau de 2005 et non pas de 1990 comme c'est le cas pour Kyoto. Puis, à partir de 2015, la mesure de réduction s'étendra au secteur des transports, puis enfin aux particuliers. Deuxième exemple, à la bourse de Chicago, s'est développé un marché carbone avec des villes, des États, des entreprises qui ont accepté d'être légalement contraints à réduire leurs émissions d'au moins 6% d'ici 2010 par rapport à 2003. Alors que peut-on retenir de tout cela ? D'abord, ce type d'action de la communauté internationale est tout à fait inédite. Le système, en fait, ne fait que démarrer. Ensuite, le protocole de Kyoto n'a pas fait consensus, évidemment. Pour certains, le marché du carbone est un leurre, et les chiffres, les statistiques, les estimations, les modélisations sont impossibles à mesurer, à contrôler, à sanctionner et à harmoniser. Deuxièmement, les permis d'émission ont été très mal nommés. Ce ne sont pas des droits à polluer, car ce qui s'échange sur le marché, ce sont des tonnes d'émissions évitées. Maintenant, que se passe-t-il pour les pays en développement ? Des mécanismes d'investissement se mettent en place, favorisant un développement non émetteur de CO2. Je vous décrirai ces mécanismes dans un prochain numéro en vous parlant des enjeux de la conférence de Copenhague sur le climat.